حياكم الله أعزائي الطلبة. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va entamer le premier chapitre du module physique de surface et transformation de phase. Il s'agit des matériaux métalliques. On va avoir les métaux ferreux et les métaux non ferreux. À la fin de ce chapitre, les étudiants doivent connaître les différentes classifications des matériaux, notamment les métaux, et leur structure, et aussi les liaisons métalliques. Les liaisons, rappelez-vous, vous avez déjà étudié les différents types de liaisons, liaisons ioniques, liaisons covalentes et les liaisons métalliques et aussi de Van der Waals. Et on va étudier les rayonnements, les rayons métalliques. Et aussi, on va voir les principales propriétés des métaux, notamment les propriétés mécaniques et aussi physiques et chimiques. Il faut bien comprendre comment nommer les métaux ferreux, donc les différents types des aciers. On va voir les différents types des aciers et les différents types des fontes et quelle est la différence entre les aciers et les fontes. Et pour chaque type, il faut mentionner les différences de composition des propriétés et leur utilisation répandue. Et aussi, on va voir les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le cuivre, le zinc, le tétane, etc. Et aussi, il faut connaître à l'échelle atomique les mécanismes de déformation élastique plastique et de durcissement. C'est ça l'objectif de ce chapitre. Alors, d'abord, je vais commencer par un matériau. Rappelez-vous, c'est quoi un matériau? Alors, vous sachez tout le monde qu'un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façon pour en faire des objets. Donc, vous sachez tout le monde c'est quoi un matériau? C'est une matière ou bien substance d'origine naturelle ou artificielle. Alors, un matériau, on dit qu'utilisé pour réaliser un objet au sens faire de fabriquer ou bien d'hygiéner des matières utiles. Alors, en matière désigne toute matière utilisée pour réaliser un objet au sens de large. Le matériau est souvent une pièce, par exemple, d'un ensemble, et toutes les machines, tous les objets, donc d'origine naturelle ou bien artificielle, qui nous entourent de nous, alors nous utilisons dans tous les domaines pour fabriquer, à partir des matières ou des produits d'origine ou bien d'origine naturelle ou artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, un matériau, soit solide, liquide ou bien gaz, est par simple définition, c'est tout un produit utilisé pour la fabrication d'un objet. Alors, à titre d'exemple, tout simplement, le sable, l'eau, les pierres, tout ça, pour la fabrication des bâtiments, par exemple, de la pierre, le sable et l'eau, et aussi, par exemple, le cuivre pour la fabrication des câbles électriques, la laine pour la fabrication des vêtements, etc. Donc, ces matériaux peuvent être d'origine naturelle ou bien artificielle. Donc, naturelle d'origine, par exemple, animale, comme la laine, le lait, le cuir, etc. Ou bien d'origine végétale, nabati, donc comme le bois par exemple, et aussi d'origine minérale, donc comme l'or, le fer, etc. Ou bien artificielle, comme les ciments, les briques, les matières plastiques sont des matières synthétiques. Alors ici, donc, quelle est la différence entre matériau et une matière? Donc, matière plus une fonction, ça nous donne un matériau utile. Par exemple, le sable. Le sable, en physique ou bien en mécanique, on le considère comme une matière. Par contre, en génie civil, on le considère comme un matériau parce qu'il a une fonction. Donc, on ajoute une fonction. S'il y a une fonction. Plus sable, plus, c'est-à-dire béton armé, etc. Donc, ici, rappelez-vous une définition pour les matériaux. Pour la classification des matériaux, on classe généralement les matériaux dans 4 grandes familles.
Les métaux et les alliages, les métaux ou bien les matériaux métalliques, c'est les métaux et les alliages. Les verres et les verres et les céramiques ici, donc on ajoute les verres et les céramiques, et les polymères aussi. Et la quatrième famille, c'est les matériaux composites. Alors, se divise aussi, les quatre familles se divisent en sous-familles, des sous-familles. Donc, pour les matériaux métalliques et les alliages, nous avons des métaux ferreux et des métaux non ferreux. Alors, pour les métaux ferreux, nous avons le fer qui se divise aussi en acier ou bien en fonte. Les aciers et les fontes. La différence entre les aciers et les fontes, c'est le pourcentage de carbone. Alors pour les aciers, il contient de 0,02% de carbone jusqu'à 2% ou bien 1,8% de carbone. Par contre, pour la fonte, c'est un alliage bien sûr de fer et de carbone qui contient plus de carbone entre 1,8 ou bien 2 jusqu'à 6,67% de carbone. Ça, c'est la première différence entre l'acier et la fonte. Pour les métaux non ferreux, nous avons l'aluminium, le cuivre, le magnésium, le zinc, le tétane, le manganèse, etc. Donc, c'est des métaux non ferreux. Alors, pour les sous-familles des polymères, nous avons les thermoplastiques et les thermodurcissables et aussi les élastomères. Alors, nous avons aussi les verres et les céramiques. Je vais expliquer pourquoi on met les verres et les céramiques dans la même famille. Alors, ce sont des matériaux fragiles, parce qu'ils sont des matériaux fragiles. On les met dans les mêmes familles. Il y a des sous-familles aussi, IGL et techniques, donc pour les verres et les céramiques. Et pour les matériaux composites, nous avons, c'est quoi un matériau composite? C'est en moins de matériaux hétérogènes, l'un joue un rôle d'une matrice et l'autre de renforce. Donc c'est ça un matériau composite. Par exemple, le bois, c'est un matériau composite naturel. Donc nous avons la résine et les fibres. Donc par exemple les bétons armés, etc. Alors nous nous basons sur les matériaux métalliques seulement. Donc nous nous basons sur cette famille. Donc notre étude se focus sur les métaux ferreux et non ferreux. Alors, c'est quoi un métal? Donc, les métals, généralement, on considère qu'il est naturel. Un métal, qu'il est un corps pur. Par contre, les alliages, en anglais alloy, en arabe c'est sebika, donc il est composé de métal de base et autres matériaux. Alors, pour les métaux, nous avons l'or, le cuivre, l'aluminium, le zinc, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi pour les alliages, le fer, qui constitue par exemple les aciers et les fontes, c'est un alliage de fer et de carbone. Et aussi le bronze, il est composé de cuivre et de l'étain. L'étain, c'est quoi? C'est du cuivre et de zinc. Donc c'est du cuivre et de zinc. Cuivre jaune. Donc c'est ça pour les métaux et les alliages, quelques exemples. Alors un très bon exemple, alors la voiture moderne et l'avion, donc ça nous donne les différents matériaux généralement, non seulement les métaux mais aussi les matériaux tels que les matières plastiques, la rue par exemple, les matériaux composites aussi, les rues, etc. Et aussi l'avion. L'avion, à titre d'exemple, l'avion qui contient aussi des matériaux composites, de l'aluminium, etc. Donc c'est un très bon exemple pour comprendre les différents matériaux. Alors maintenant, les matériaux jouent un rôle très important, ou bien les métaux, pardon, jouent un rôle très important. Les matériaux métalliques dans le tableau périodique contient alors presque de 90%, ce sont des matériaux métalliques, ce sont des métaux. Alors comme vous voyez ici, le tétane, le zinc, l'étain, le plomb, platine, etc. Tout ça, c'est des métal et métalloïdes en jaune. Donc en rouge, c'est des métaux et non métal en bleu. Donc comme vous voyez, vous pouvez consulter ce site ou bien ce lien. Alors, je vous rappelle que les matériaux
peuvent-ils même être recoupés en 3 sous-familles selon leur microstructure? Des matériaux cristallins, les semi-cristallins et les non-cristallins ou bien amorphes. Reprenons les 4 familles principales, alors les 3 familles. Donc nous avons les matériaux cristallins, semi-cristallins et amorphes ou bien non cristallins. Alors pour les cristallins, nous nous basons sur les métaux. Donc on va utiliser les métaux, ce sont des matériaux cristallins, leurs structures sont bien organisées, la structure cristalline. Par contre, pour les non cristallins tels que les polymères, les verres et certaines céramiques, ne sont pas bien organisés, sont aléatoires la distance entre les atomes interatomiques. Alors, aussi, nous avons les semi-cristallins. Pour les types de liaisons, alors vous sachez tout le monde que entre les matériaux, dans un matériau métallique, il y a des atomes et il y a interatomique entre les atomes, il y a des liaisons. Nous avons des liaisons atomiques et moléculaires. Alors, pour les liaisons, donc on peut classifier les matériaux ou bien les matériaux se définissent par le type de liaison entre eux. Donc, pour commencer à bord, dans la liaison ionique, alors rappelez-vous ici la liaison ionique concernant la structure d'un atome, nous avons un noyau ici, un noyau composé de protons et de neutrons. Ainsi qu'un nuage électronique. Il y a un nuage électronique. Dans le cas idéal, on compte autant d'électrons dans les nuages électroniques que les protons dans le noyau. Et c'est pour cela on l'appelle l'équilibre des charges dans le cas de liaison ionique. Les atomes ont des charges d'équilibre. On dit que ce sont des liaisons en présence d'une plus grande quantité des électrons que de protons. Nous avons fait un anion, alors que dans le cas inverse, il s'agit d'un cation. Donc ça, tout dépend du nombre des électrons et du nombre de protons. Prenons l'exemple de chlorure de sodium. Alors, vous connaissez comme le sel de table, milh ta'am. Alors, cette molécule est constituée de sodium Na+, à qui manque un électron, et le chlorure Cl-, qui est un électron en trop, donc un électron de plus. Nous avons le Na sodium avec 11 et le chlore 17, donc 28, la somme de 28. Alors, deux atomes vont se lier, se former une molécule équilibrée en charge. Donc, c'est ça pour le NaCl. Donc, ça, c'est pour le chlorure de sodium, Na plus Cl-. Nous avons aussi la liaison covalente. Dans ce cas, nous avons intéressé aussi, nous nous intéressons une fois encore des électrons des atomes. Donc ici, les électrons s'organisent en couches, qui s'appelle l'orbital. Comme vous sachez tout le monde, alors la première est avoir 2 électrons, la deuxième, la suivante, K, alors KLM, donc la deuxième de 8 électrons, la troisième de 18. Alors, tout ça, c'est vrai pour les 3 premières couches. Alors, nous avons dans un atome, la dernière couche d'électrons d'atomes est appelée couche de valence. Donc, rappelez-vous, couche de valence. Alors, cette couche peut être incomplète, comme dans le cas de fluorure, alors qu'il possède 7 électrons, sans sa couche externe ici. Donc, la règle physique impose que la couche de valence tende vers un nombre pair d'électrons. Or, le fluor ne respecte pas cette règle. Alors, nous avons électron plus et électron de plus et électron de moins. Alors, on va appeler électron de valence, nous pouvons le comparer à l'atome d'hydrogène. Alors ici, l'atome d'hydrogène, alors qu'il ne possède qu'un électron.
sur sa couche externe. Déjà, il a un seul électron dans sa couche externe. Alors, qui se fait lui aussi un électron de valence. Donc, ces deux atomes peuvent se lier, mettre en commune leurs électrons, les deux électrons de valence, pour former un doublet électron ici en rouge. Donc, un doublet d'électrons en créant cette liaison. Alors, ils ont chacun nombre pair d'électrons sur leur couche de valence, le HF. Donc, pour la liaison métallique et pour les métaux, il est encore question de couche de valence. Nous sommes très proches de liaisons de covalentes. C'est H qui est près de molécules beaucoup plus grandes peuvent se former en lier des atomes métalliques. Alors les atomes métalliques, dans toutes les dimensions, on peut rapprocher ici. Donc, par exemple, une dalle de béton dans laquelle on met des pierres lors de la coulée. Alors, les atomes sont maintenus entre eux par une matrice d'électrons que l'on appelle l'arc des électrons. Ici, de l'arc des électrons, nous avons des électrons libres. Et l'arc des électrons, ces électrons sont parfaitement mobiles. Donc, dans le lac ici, Sahaba. Plutôt. Expliquons ici la liberté des électrons, la conductivité électrique des matériaux. Alors, ces trois types de liaisons qu'on peut appeler liaisons fortes peuvent concerner plusieurs matériaux et une grande partie peuvent mettre en évidence plusieurs liaisons. Alors, nous avons aussi pour les polymères et les matières plastiques une liaison faible, quatrième liaison faible de Van der Waals. C'est un autre cas. Donc, vous voyez bien ici dans ce diagramme, il y a le métallique. Donc, dans le métallique, par exemple, les métaux, les alliages et les métaux. Et aussi pour les covalentes, donc nous avons diamant, ici graphite, ici le polymère et ici les liaisons ioniques. Les céramiques, par exemple, ils peuvent être plus ou moins covalentes ou ioniques. Tout dépend en fonction des atomes appliqués. Mais en ce qui concerne les métaux, alors les alliages métalliques, alors les liaisons est métallique bien sûr. Tout dépend, sont surtout métalliques, bien que certains d'autres possèdent des liaisons en partie covalentes. Alors pour les polymères, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des liaisons faibles de Van der Waals. On va mettre en évidence des interactions électrostatiques qui vont permettre aux atomes de mettre en évidence l'interaction électrostatique. Alors, ça, c'est pour voici les différents types de liaisons qui permettent aux matériaux de ne pas réduire en poudre au moindre contact la donne de cuisson de la matière. Alors, dans certains cas, permet de former des cristaux d'ailleurs. Je veux rappeler des cristaux un peu plus lentement parce qu'on donne de matériaux. Généralement, la majorité des matériaux sont des matériaux métalliques et les matériaux métalliques ont une structure cristalline cubique. D'une manière générale. Alors ça possède des propriétés assez particulières. Alors c'est ça pour le cristal. On distingue des matériaux cristallins à l'échelle atomique. Alors ces matériaux se distinguent par la microstructure organisant les atomes. Selon l'ordre bien particulier, prenons un motif. Donc le motif, c'est l'élément qui se répète. Alors l'élément de base composé d'atomes, selon une forme géométrique particulière, ce motif à sa répété dans le matériau
peu importe l'endroit dont on garde. Donc il existe, comme vous avez déjà étudié, 14 réseaux de Bravais. C'est 14 motifs différents, ce qu'on appelle les réseaux de Bravais. Alors, de réseaux cubiques simples, un cube avec un atome possède chaque sommet 8 atomes. Donc, dans chaque sommet, c'est pour le cubique simple. Ici, pour le cubique centré, donc, possède ceci. Il contient d'atomes supplémentaires en son centre, dans le centre. Et puis, le cubique à face centrée est indiqué ici, donc cubique à face centrée, en premier, mais avec un atome, c'est comme le premier, mais avec un atome supplémentaire dans chaque face, au centre de chaque face, pour les 11 autres différentes, de la forme à base de cubique. Donc, comme par exemple dans le cas de tétragonal, nous avons le tétragonal quadratique, رباعي القائم en arabe. Alors, le trombique, le clinique, monoclinique, triclinique, rotrombique, connaît ces structures nous permettent de réduire l'intensité de matériaux ainsi que certaines données ses propriétés physiques. Ça nous donne les propriétés physiques. Mais alors que dire des matériaux cristallins d'abord. Pour le non cristallin, ça signifie amorphe. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régularité géométrique de long terme. Ce sont généralement les macromolécules, les polymères et les verres. Alors, sous forme de longues chaînes, c'est de longues chaînes tient entre la liaison faible, liaison de Van der Waals. C'est le cas des verres, par exemple, de vitres. Alors, ça, c'est pour la structure non cristalline et on ne verrait rien à travers, c'est comme on peut retrouver avec des matériaux semi-cristallins ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils adoptent une structure cristalline de manière ponctuelle. Donc, c'est ça pour la structure. Alors, je reviens au type de liaison comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, comme introduction, gardez dans vos têtes, que nous avons, on distingue 4 grandes familles de matériaux. Alors, les matériaux solides sont répartis en groupes. Les métaux, les céramiques et les polymères, les verres et les céramiques et les matériaux composites. Une telle répartition repose essentiellement sur la structure atomique et aussi la composition chimique des solides. La plupart des matériaux appartiennent à l'un de ces groupes, mais il existe aussi des matériaux dits intermédiaires. En outre, il existe d'autres types de matériaux, donc matériaux synthétiques, les semi-conducteurs, les biomatériaux. Donc, les grandes familles des matériaux, métaux et alliages, matériaux métalliques et non métalliques tels que l'aluminium et le cuivre, et aussi d'autres propriétés des matériaux. Donc nous avons il existe deux types selon les propriétés mécaniques, physiques et chimiques, on peut classer les matériaux. Alors, par exemple, ici, nous avons la rigidité, la dureté, la plasticité, la ductilité de matériaux, la résistance mécanique, la ténacité, la conductivité électrique et thermique, etc. Donc, la rigidité aussi. Donc, tout ça, c'est des propriétés qu'on peut le classer, les matériaux. Aussi, la facilité de mise en œuvre, c'est une propriété. Et aussi les métaux et leurs alliages ont toujours aujourd'hui jouent un rôle primordial dans le développement de la technologie et de nos sociétés. Donc il y a une utilisation c'est-à-dire large des métaux et ils ont contribué largement à la résolution des problèmes techniques, des problèmes industriels. Et parmi ces matériaux, on trouve cette classe des matériaux très importante qui sont des matériaux métalliques.
ou bien simplement les métaux. Alors, les métaux sont donc des matériaux où les atomes sont unis par liaison métallique ou certains cas covalente comme j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de corps simples, donc la définition c'est, comme j'ai dit, un corps simple ou des alliages. Alors, soit pur corps simple ou bien des alliages dans le cas général ou bien dans le cas le plus utilisé. Plus souvent sont des alliages durs et opaques. Donc, alors, les propriétés des matériaux métalliques, c'est que sont des métaux opaques. Sont pas transparents. Alors aussi brillants comme les métaux comme l'or et aussi de bons conducteurs, généralement de bons conducteurs, notamment les métaux non ferreux, et aussi lorsqu'on dit conductivité électrique, donc aussi on peut dire conductivité thermique, c'est-à-dire la chaleur et l'électricité. Ils sont généralement malléables, les métaux, c'est-à-dire qu'il peut être martelé, oppressé. Alors ici, par exemple, les métaux, lorsqu'on dit des métaux, notamment les métaux ferreux, à titre d'exemple, alors le fer, qui se divise en des aciers et des fontes, comme j'ai dit, alors voilà, dans le tableau périodique, tout ça sont des métaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, voilà pour le fer ici. Donc, comme vous voyez, nous avons le nombre atomique de 26, le nombre des électrons ici, donc le nom de l'élément ici, donc il est solide. Donc, ici le nombre atomique, le symbole, le Fe, c'est de fer, iron, alors en anglais, et ici la masse atomique est égale de 55,8 ou bien 9 grammes par mol. Et ça, c'est le tableau périodique, tableau de Mendeleïev, que vous le connaissez tout le monde. Alors, je zoome ici, partant. Je mets le zoom ici pour continuer d'expliquer alors les matériaux. Nous avons déjà expliqué les types de liaisons. On a dit que la liaison est généralement métallique. La majorité des liaisons dans les métaux sont métalliques, bien sûr, et certains covalentes et aussi parfois ioniques. Donc ça, c'est les types de liaisons. Alors, on passe maintenant aux propriétés des matériaux. Alors, après la structure cristalline, nous avons déjà expliqué la structure cristalline des matériaux métalliques. Voici la référence que vous pouvez le consulter pour plus de détails, les 14 réseaux de Bravais, notamment cubique simple, face centrée et centrée, et aussi hexagonal, et le motif, etc. Alors, maintenant, pour les propriétés des matériaux, ou bien des matériaux en général et des métaux, alors ça, on revient au chapitre 5 et 6. On revient au chapitre 5 et 6 sur les propriétés des matériaux en général et notamment les métaux. Pour les propriétés physiques, nous avons la masse volumique, la conductivité électrique et thermique, généralement sont liés l'un de l'autre, l'électrique et thermique, et aussi l'énergie de surface et le coefficient de dilatation thermique. Donc ça c'est une propriété physique. L'aspect aussi on peut le considérer donc comme propriété physique. Alors la transparence aussi, MAP, etc. Alors la masse volumique généralement elle est lourde. La conductivité électrique et thermique est élevée et généralement pour les coefficients de dilatation thermique est aussi élevé. Pour les propriétés chimiques, nous avons la résistance à l'oxydation. Donc, par exemple, pour le fer, il a une résistance à la corrosion ou bien à l'oxydation très faible. Donc, pour la corrosion et l'oxydation. Par contre, certains matériaux comme l'aluminium, il a une bonne résistance à la corrosion comme l'aluminium. Et il y a aussi la stabilité, la réactivité des réactions chimiques. Et nous nous basons surtout sur les propriétés mécaniques telles que l'élasticité, la plasticité, la résistance à la rupture, la ténacité, la dureté. Donc tout ça c'est des propriétés mécaniques qu'on va le détailler.
Alors vous pouvez consulter ce lien pour plus de détails.